Un constat, un combat. Dans un monde où une information chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, vue d'ailleurs, Pauline au Japon. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Pauline. Bonjour à tous, bonjour Gauthier. Ça me fait très plaisir de t'avoir, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas vraiment prendre de la hauteur, on va plutôt prendre de la distance. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, et a priori, ils sont nombreux, puisque c'est la première fois que tu interviens sur la chaîne, mais pas la dernière, on a déjà d'autres choses prévues sur le feu. Eh bien, tu as déjà participé à la revue Disruption, dans un article sur le populisme russe, qui paraîtra dans la prochaine revue. Mais là-dessus, un petit peu pour, alors nous, on se connaît depuis longtemps puisque, j'ai été dans une autre vie, dans une relation toxique avec toi, puisque j'étais ton professeur. Et c'est un petit peu le principe des relations toxiques. Alors, je tiens à préciser, nous avons une relation toxique, mais pas comme Brigitte et Emmanuel, une relation Ah ouais, toxique non. naturelle. Non, de toute façon, tu n'es pas mon genre et tu le sais bien. Mais alors, bon, parlons de choses plus sérieuses. Tu m'as fait l'amitié de ne pas me bloquer dès que tu n'étais plus dépendante de moi pour Parcoursup. Et bon, donc on s'est un peu suivi dans les études. Et l'année dernière, tu as fait quelque chose que j'ai échoué à faire dans ma vie. Mais ça, c'est le propre des élèves de toujours dépasser les maîtres. C'est que tu as pu aller au Japon pendant 6 mois dans un échange étudiant. Et donc, j'avais un petit peu envie, voilà, qu'on discute de ton expérience au Japon. Alors, je lance la première question parce qu'il en faut bien une. Qu'est-ce que tu es allé foutre au Japon? Aucune idée, vraiment, c'était un choix Tu vois très bien. c'était un choix, très spontané. En fait, comme j'étais en licence de sciences politiques à Assas, on avait en 3e année la possibilité de partir pour un échange universitaire. Mais comme Panthéon-Assas, c'est plutôt une fac de droit, de base, initialement, et c'est pour ça qu'Assas est réputé pour ses enseignements en droit. En fait, en sciences politiques, on n'avait pas tellement de destination. Enfin, le choix, il était quand même beaucoup plus restreint que par rapport au droit. On avait quoi? On avait, l'Australie. L'Australie, c'est pas trop mon truc, parce que le monde occidental, bon quoi, c'est pas ma zone d'intérêt. Il y avait la Pologne, mais il est où le sens de Je comprends. revenir mais il est où le sens de revenir à Varsovie, à l'université de Varsovie d'ailleurs, alors que j'y habitais pendant 18 ans. Puis il y avait le Canada, encore une fois, pas trop mon intérêt. La Croatie, il fallait parler croate. Bon, Oui, compliqué. alors là, L'Italie, il fallait parler italien. Pas ma langue non plus. Et du coup, il restait le Japon. Je me suis dit, allez hop, d'accord. on va être assez fou et on va y aller. Donc, c'est rigolo. En fait, c'est par élimination. Parce que C'était par élimination, ouais. Mais alors, là-dessus, je suis super curieux parce que dans ma génération, donc bon, comme on le voit à mes cheveux clairsemés, je suis né dans les années 80, il y avait vraiment l'idée que le Japon, alors c'était un peu l'obsession des mecs, globalement, d'aller au Japon, parce qu'il y avait les dessins animés du Club Dorothée, Oui, avec tous les mangas, tous les animes, et c'était un petit peu la contre-culture, parce que bah, les Français avaient toujours un peu besoin d'une contre-culture pour ne pas être dans la culture américaine. Il y avait les gens qui étaient très dans le mainstream, qui regardaient Beverly Hills avec Brandon et Brenda qui faisaient des choses dans la piscine. Et mhm. puis il y avait tous les gens qui cherchaient un peu autre chose, une culture avec des valeurs peut-être un peu plus traditionnelles, code de l'honneur, machin, qui, avant, alors la génération de mon père, ils s'étaient fascinés par l'URSS. L'URSS s'étant cassé la gueule, on peut dire, dès le début des années 80, on a switché sur le Japon comme forme de terre promise via les Mhm. amis, via tout ça. Donc on a un rapport ultra émotionnel avec le Japon. Et Mhm. je me posais la question, toi, quel a été ton premier contact avec la culture japonaise? Justement, avant l'échange, j'avais aucun contact avec la culture japonaise. Jamais j'ai lu de manga, jamais j'ai regardé d'animé. Oui, le sushi, bien sûr que j'adorais, mais bon, ça ne se définit pas en la culture japonaise.
Du coup, je suis vraiment partie au Japon sans rien savoir, en ayant fait, peut-être 2 semaines, 3 semaines de Duolingo et c'est tout, quoi. Donc vraiment aucun contact avant de partir en échange et ma première petite touche, si je dirais, de la culture japonaise, c'était à l'aéroport de Chopin à Varsovie, où j'avais vu des Japonaises qui ont fait des transits. Ah oui, C'était des c'est très étudiantes superficiel, si je puis me permettre. vraiment, enfin, il y avait des étudiantes japonaises qui attendaient, avant l'embarquement et en fait, je crois qu'elles revenaient de Paris. Du coup, ils faisaient un transit par la Pologne, je crois que c'est ça et en fait, elles faisaient des exercices physiques avant de partir, s'embarquer, dans l'avion. Ils faisaient des hop et hop et hop, vraiment, dans le même rythme, dans un rythme très soviétique comme ça, hop, hop, hop. Ils le faisaient pendant une vingtaine, trentaine de minutes et ça m'a choquée à quel point ils étaient vraiment en train de se préparer pour un vol de 14 heures. Ce qui est très logique d'ailleurs, parce que les vols de 14 heures, ce n'est pas la chose la plus confortable qu'on peut passer, hein, si je peux me permettre. Et du coup, là, je comprends à quel point c'est quand même différent de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu avant. Parce que les Polonais, bon, ils vont s'acheter une petite bière, un petit sandwich, ils vont s'asseoir et voilà, quoi. Aucun exercice physique en vue. Alors que là, quand même, c'était vraiment, ça arrivait vers la yoga et le pilate, tout, tout, tout. C'est la culture Gambara, on va encore essayer, mais ça, c'est un truc qu'ils font pour s'afficher à l'extérieur et montrer attention, nous on est des Japonais, ça rigole pas. Ou est-ce que tu as senti ça également dans le pays, quoi, qu'ils Ouais. avaient ce côté focus? Ouais, 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 ouais. Bah, c'était aussi, je comprends que c'était aussi pour une petite démonstration quand même, dans un pays étranger, bien évidemment, parce que, enfin, quand même, le sentiment nationaliste chez les Japonais, ça existe et ce n'est pas un stéréotype sans raison. C'est vraiment là. Euh, Tu as un exemple, par exemple, où tu t'es dit, là, c'est pas comme dans notre vieille Europe? Je dirais que c'est plutôt un nationalisme qui est lié à une certaine xénophobie, quand même. Bon, alors, c'est le pire de tous. Ah non, mais je le mets là parce que c'est quelque chose de tellement surprenant. Par exemple, dans les métros, dans les trains, si, je sais pas si tu as vu les métros, les trains, japonais, vraiment les sièges, ils sont, horizontalement par rapport à la direction du train. Du coup, ce n'est pas comme à Paris ou en France, où les rangées sont comme ça. C'est comme ça, au bord de voilà et en fait, à chaque fois quand je m'asseyais et quand il n'y avait pas de place, il y avait certaines situations où les Japonais refusaient de s'asseoir à côté de moi et qui décidaient d'être tout simplement debout alors qu'il y avait une place tout juste à côté de moi. Je ne sais pas à quoi exactement c'était lié, mais je me suis dit quand même c'est assez démonstrateur quand même. Puis un autre exemple, c'était, au Disney Sea. J'attendais, à la queue. Le Disney Sea, pour expliquer, c'est comme Disneyland, mais à Tokyo, il y a le Disney Sea, du coup, c'est Disneyland, mais version maritime, version, voilà, Ariel, et cetera. Et en fait, j'attendais pendant 2 heures pour, aller à une attraction et là, j'arrive vers le bout, il y a le petit train qui m'attend et la guide me dit: Non, non, arrêtez-vous, s'il vous plaît, attendez, patientez». Elle voit, il y a 2 Japonaises qui sont derrière moi, elle les laisse passer devant moi et du coup, je me dis: Mhm. «Bon, bizarre, maintenant ça sera mon tour, je crois». Non, non, elle a rempli tout le train avec des Japonais, il a laissé passer le train et puis je me suis assise au train suivant. Pauvre Pauline, victime de l'apartheid qui ne dit pas Non, son mais nom. vraiment, J'aurais jamais c'était imaginé la ça. c'était la première fois où je me suis dit: «Ah ouais, quand même, je suis victime de racisme», si je peux me si je peux dire comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, alors ça je l'avais lu il y a très longtemps, il y avait un super bouquin d'une journaliste Karine Poupée sur les Japonais qui était sorti il y a une vingtaine d'années. Et c'était un peu les Japonais dans la vie quotidienne. Et souvent, ce qu'elle disait sur la question du racisme, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment xénophobes ou racistes, mais c'est que comme la société était tellement formatée, ils savaient quand ils étaient face à un Japonais à quoi s'attendre en termes de Oui, comportement. Tandis qu'un gaikujin, quoi, un étranger, ils sont ultra un petit peu mal à l'aise parce que le gaikujin ne va pas avoir exactement le mouvement, le type d'attitude qu'un japonais aurait et que à ce moment-là, ça fait un peu erreur 404, bug dans la matrice. Tiens, il fait ça, comment on réagit?
Oui, oui, c'est exactement ça. En fait, le japonais, il est très le japonais typique, c'est pour ça que je le dis. Le japonais typique, il est très pour l'harmonie sociale. En gros, pour qu'il n'y ait pas de changement, pour qu'il n'y ait pas, d'éléments, disturbants, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui change dans sa vie quotidienne et du coup, si jamais une voix, une fille grande d'1,82 m, complètement gaïkodine, bah, bien sûr que ça change. On est d'accord. En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas tellement de touristes à Tokyo et comme j'ai passé ma majorité, de l'échange universitaire à Tokyo, bah, j'avoue que parfois dans les restaurants, dans les trains, j'étais la seule, gaïkodine qui qui y était en fait dans ces locaux. Du coup, enfin, je peux très bien comprendre que j'étais l'élément, l'élément, disturbant à l'harmonie sociale. Il y a vraiment aucun souci, hein. Je comprends totalement, c'est leur mentalité, Et puis c'est en juste plus, tu devais moi-même. faire 20 centimètres de plus qu'eux, quoi. Ah oui, non, 1 mètre! Tu là, quand même. Non, mais j'exagère, mais oui, après la taille moyenne des Japonais, je crois que c'est 1,60 m si je ne m'abuse pas. Donc bien sûr que quand même quand je rentrais dans le train, c'était tic tic pion, tic 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 tic. Du coup, je peux comprendre que j'étais quand même que qu'il y avait des regards, il y avait des regards, il y avait des comportements que je pouvais pas trop expliquer, bon, bon Et c'est ça c'est étonnant parce que tu dis à Tokyo, moi enfin, par rapport aux années 90, le nombre d'étrangers au Japon a beaucoup augmenté, notamment dans les grandes entreprises japonaises. Il y a de plus en plus d'expatriés qui viennent travailler. Je prends le jeu vidéo. Konami a eu pendant très longtemps le développeur de leur moteur Homebrew, qu'ils faisaient eux-mêmes, était un Français. C'était dans la fin des années 2000, milieu des années 2010, ça aurait été inenvisageable dans les années 90. On entend tout le temps parler que le Japon s'est beaucoup ouvert aux étrangers au cours des 15 dernières années. Euh, et donc, moi, tu vois, je pensais qu'il y avait des étrangers dans la rue quand même un petit peu, comme par exemple, il peut y avoir maintenant dans les capitales d'Europe de l'Est, où mmh. certes, il y a moins de personnes de la diversité qu'à Paris ou à Londres, mais on en croise quand même régulièrement. C'est pas comme ça à Tokyo, encore. Je dirais, c'est pas comme ça à Tokyo, parce que Tokyo quand même c'est la capitale de travail, c'est la capitale industrielle du Japon. Même si quand même il y avait une ouverture aux étrangers, ces étrangers dans la majorité des cas, c'est des touristes qui viennent, Mhm. ou bien c'est des personnes qui viennent comme moi pour quelques mois, pour des échanges, pour des stages internationaux, mais pas pour une vie, en tant que telle. Et dans la majorité des cas, ils ne sont pas installés à Tokyo, ils sont installés dans d'autres villes, notamment, Kyoto, si c'est pour les touristes. Kyoto, c'est vraiment sur les touristes. Là, par contre, je voyais plus de touristes que de Japonais et à Ah Osaka. oui. Ah oui, vraiment, Kyoto, Mhm. c'était vraiment, blindé, blindé de touristes, si je peux me prononcer comme ça et Osaka aussi. Ouais, Kyoto et Osaka, c'est les 2 villes qui sont les plus touristiques du Japon, alors que Tokyo, c'est beaucoup plus industriel, beaucoup plus professionnel, pour des gens un petit peu, comme moi, qui sont venus pas pour le tourisme, même si aussi, je vais pas mentir, mais aussi pour les études, les stages, un travail, à durée déterminée, voilà. Ok. Il y a le chat qui pose une question. Est-ce que tu as senti que la société japonaise était très compartimentée? Que en gros, c'était pas trop fluide, qu'il y avait, par exemple, des barrières invisibles, alors qui peuvent être des barrières sociales ou des barrières de genre, des barrières. Je ne dirais pas, non. Justement, je me suis dit que la société japonaise, elle était très fluide. Mhm. Tout était très organisé, tout a été prévu. Quand il y avait, par exemple, des bouchons, bah, en fait, il y avait un millier de Japonais qui travaillaient pour le réguler. Si jamais il y avait des problèmes administratifs, il y avait aussi des milliers de Japonais qui travaillaient pour, résoudre le problème. Vraiment, Là, je te vois arriver dans un bureau, des dizaines de Japonais qui sautent sur toi pour régler ton problème. c'était vraiment comme ça. En plus, comme je ne parlais pas japonais, bien évidemment, il y avait des traducteurs, ils marchaient avec leur téléphone qui marchait à point, enfin qui marchait presque pas et je dirais que oui, comme d'autres sociétés, il peut y avoir des compartimentations, Mhm. Ouais. mais je crois que les Japonais, ils font tous leurs efforts pour essayer de rendre tout ça fluide.
Même par Et exemple, si je dis un exemple très, très précis, pour aller dans un train, on ne va pas tous comme des moutons d'un seul coup. Les Japonais faisaient des queues pour y rentrer. Vraiment, même pour aller au bus, les Japonais faisaient des queues très strictes pour y rentrer. Ils laissaient les personnes qui sortaient et après ils rentraient un par un. Et c'est des petits exemples comme ça qui montrent quand même que, c'est il une y a des discipline règles sociale. sociales, c'est ça, vraiment une organisation sociale qui est incarnée dans la mentalité japonaise depuis leur naissance et depuis leur enfance la plus ancienne. Et dans l'éducation, d'ailleurs, c'est très incarné, oui. C'est très ancré. OK. Et par rapport aux relations entre, hommes et femmes, parce qu'on a toujours l'image d'un Japon où c'est quand même très, très difficile pour les femmes, notamment dans la vie professionnelle. Alors, un exemple qu'on raconte souvent, c'est que, bah, évidemment, comme un peu partout au travail, c'est l'after work qui est crucial pour se faire du réseau et tout, et que souvent, bah, l'after work, on va dans des bars à geisha avec des serveuses dénudées qui servent et que forcément les femmes n'ont pas vraiment la place dans ce monde, qu'on est encore dans un monde ultra masculin. Oui. Est-ce que ça, c'est un cliché ou est-ce que ça se ressent? Non, 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 on est encore dans un monde très masculin, très conservateur, même si quand même je voyais des femmes professionnelles, je voyais des femmes, beaucoup de femmes qui allaient au travail. Par exemple, à Sofia, j'avais beaucoup plus d'enseignants féminins que d'enseignants masculins. Mais de ce que j'ai compris, il y a quand même un certain blocage dans la carrière sociale, dans l'escalier social pour aller plus loin dans leur carrière, pour devenir des chefs d'entreprise, etc. C'est beaucoup plus rare. Et même dans le milieu diplomatique, je ne sais pas si tu as vu la fameuse image où il y avait un summit qui était organisé entre différents chefs d'État. Et il y avait tous les pays qui avaient envoyé une délégation féminine, alors que le seul Japon avait envoyé un mec. Ah oui. Donc, vraiment, c'était assez marrant cette photo parce que ça quand même, ça illustre à quel point quand même la société japonaise, elle est vraiment très masculine. Mais il y a quand même un point que je voulais mentionner sur le fait que les femmes ne se prononcent pas sur cela. Il n'y a pas vraiment de manifestation, il n'y a pas vraiment de protestation, il n'y a pas vraiment de résistance à ce système. Et même dans les cours, parfois, quand on parlait du féminisme, etc., parce que quand même, ça se parle, surtout s'il y a des professeurs qui viennent de l'international. Bien sûr, j'avais une enseignante qui venait de la Grande-Bretagne, des États-Unis, etc. Donc, bien sûr, qu'ils vont parler de la théorie féministe, voilà, sur le libéralisme, etc. Et dans la majorité des cas, c'était les internationaux, c'était les étudiants étrangers qui se prononçaient et qui levaient la main, alors que les japonaises, toutes silencieuses, ne disaient rien, parce que c'est ancré dans leur mentalité. Et mais après, je pense aussi qu'ils ont beaucoup de mal à parler politique Beaucoup de mal. parce que c'est un pays alors c'est comme toutes les grandes démocraties qui ont été fondées par les États-Unis à coups de Rangers, le système politique est quand même un système politique avec 2 partis qui sont globalement sur le même alignement pro-occidental et alors dans le cas du Japon, en plus, c'est un parti qui est au pouvoir, depuis les origines. Donc c'est une grande Oui, démocratie, mais un petit peu à sens unique comme ça. Et j'ai oui, l'impression que c'est un peu comme en Allemagne, voilà, pour faire un autre point avec une autre grande démocratie créée par les États-Unis, eux, à coup de bombe. C'est que, en fait, les gens n'aiment pas trop parler de politique. Ils aiment beaucoup avoir des discours très casual, en fait, très lisses. oui, 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 c'est ça. Euh, Même, je peux donner un exemple un petit peu personnel. J'ai organisé des petits entretiens avec d'ailleurs un Français, il y a plein de Français au Japon, où en gros on allait au centre-ville, donc que ce soit Shinjuku ou Asakusa, vraiment là où le plus de gens se croisent, surtout japonais, parce que c'est vraiment des milieux assez, je dirais, professionnels. Et parfois, on posait des questions sur la vie politique. Et en plus, il y avait la crise israélo-palestinienne qui a explosé. Et en fait, dans la majorité des cas, il y avait quand même des réticences pour répondre à ces questions.
Et c'était pas seulement sur la politique interne, mais c'était surtout sur la politique externe et je crois même que c'est lié à un certain désintérêt. Vraiment, oui, bien évidemment, il y a un petit blocage parce qu'ils ont du mal à parler politique, mais c'est aussi dans le fait qu'ils ne sont pas tellement intéressés. Qu'en fait, ils ne s'informent pas, ils ne s'éduquent pas sur, l'actualité politique, interne et internationale et du coup, il y avait vraiment peu de réponses assez construites, même peu de réponses tout court qu'on avait reçues, alors qu'on faisait des entretiens quand même, pendant toute la journée. Du coup, ouais. Mais là-dessus, tu sais par exemple que lorsque la guerre en Ukraine avait éclaté, Emmanuel Todd, donc le célèbre anthropologue français, avait écrit un livre justement sur la guerre en Ukraine. Mais comme c'était un livre qui était assez pessimiste sur les chances de l'Ukraine à remporter la guerre, donc c'était en 2022, il n'avait pas osé le publier en France, il l'avait publié au Japon. Japon, ouais. Parce qu'il s'était dit, comme ça va pas choquer les Japonais et je vais pas avoir le problème. Alors que pourtant le Japon est quand même une sorte de protectorat américain. Les Ouais. Américains sont présents à Okinawa, etc. Est-ce que Oui, tu oui. le sens ça, la présence américaine au Japon? Bah, je suis allée à Okinawa, Ah, vers, début novembre, je dirais et c'était assez marrant parce qu'en fait, on est allé se baigner alors qu'il faisait quand même novembre, mais bon, peu importe et je me souviens, on a pris un taxi et à un moment donné, je vois qu'il y a pas de réseau et en fait, on a demandé au taxiste, quelle est la raison et en fait, elle a dit: «Bah, en fait, vous êtes sur la base, comment dire? Vous êtes sur, la région où la base militaire, en fait, elle coupe le réseau pour des raisons de sécurité» et du coup, on a été quand même: «Ah ouais! Ah ouais!» genre ça se voit qu'il y a quand même des choses géopolitiques qui sont en train de se faire ici et pas seulement géopolitiques, mais militaires et oui, 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 il y avait plein d'Américains d'ailleurs à Okinawa. On a vu plein de si je peux me prononcer, des personnes, pas japonaises, clairement, d'une, qui étaient à Okinawa et qui faisaient leurs vacances ou bien allaient au travail et du coup, c'était assez quand même intéressant de voir à quel point il y a une présence américaine très forte à Okinawa, ce qui diffère d'autres villes japonaises. Oui, 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 ça se ressentait beaucoup. mais alors, souvent on a un petit peu ce fantasme que le Japon, c'est le dernier pays où on peut aller, alors sans aller vraiment à l'aventure. J'imagine que si tu pars en Iran, si tu pars au fin fond de l'Afrique, là tu la connais, mais que c'est un petit peu le seul pays, on va dire «safe» entre guillemets, où tu peux vraiment connaître un dépaysement, puissant parce que c'est pas un pays occidental. Mmh Est-ce mh. que ça, tu l'as ressenti ou est-ce que la culture occidentale est quand même, super présente? Non, la culture occidentale n'est pas super présente. D'ailleurs, ça m'a choquée parce que j'étais assez préparée de venir au Japon, à la culture asiatique qui est la plus américanisée de toutes. Parce que voilà, on Peut-être comprend en Corée du Sud, je crois, où ils sont encore plus américanisés. oui, 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 mais après avec quand même la géopolitique, je dirais que c'est plus le Japon. Et c'est quand même ils sont plus, je crois qu'ils sont plus longtemps là-bas qu'en Corée du Sud. Peut-être que je me trompe, mais voilà, je m'attendais justement à avoir beaucoup plus de culture occidentale, alors que non, 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 la culture japonaise, surtout la culture japonaise traditionnelle, elle est très présente, elle est très pratiquée. J'ai participé à plusieurs, festivals, notamment à Kyoto, à Nikko et cetera. Plein de repas un petit peu traditionnels, la cérémonie de thé, le port de kimono. J'ai tout expérimenté. Du coup, je ne dirais pas que c'était quand même, ah oui, le port de kimono, j'ai adoré. C'était incroyable. Heu, Raconte-nous ça. Vraiment, je dirais même pas que j'ai vraiment vu une culture occidentale. Non, 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 même les Ouais, Japonais eux-mêmes, si je peux me dire, ils ne connaissent même pas la langue, anglaise, dans la majorité des cas, surtout la génération un petit peu dans leurs années 30 et 40, dans leur, trentaine et quarantaine, je m'attendais un petit comment peu, tu essaies d'éviter de dire les vieux, je te remercie. je voulais dire plutôt que je m'attendais quand même à, je sais pas, les gens de leur trentaine, quarantaine à parler un minimum anglais, mais ce n'est pas du tout le cas. Même les jeunes, je veux dire, voilà 18, 19, 20, un petit peu plus, ne parlent
pas anglais dans la majorité des cas. Dans mon université, parfois on avait des cours en anglais et quand même ils avaient des difficultés à comprendre. Donc, Mhm. encore une fois, je dirais Oui. que la culture occidentale, elle a quand même du mal à s'ancrer dans la société japonaise parce qu'en fait, il y a quand même une sorte d'effort de faire pousser sa culture japonaise traditionnelle. Mais ça, c'est assez étrange parce que moi, ce qui m'avait marqué en apprenant le japonais, c'est à quel point la langue était complètement colonisée par des mots anglo-saxons. Je Oui. dirais qu'il y a près de 30% du vocabulaire, ce qu'on ne trouve pas du tout en Corée, par exemple, Mm. ni ce qu'on retrouve au Japon, en Chine, évidemment, mais au Japon, tu as vraiment une colonisation des mots anglais Mhm. qu'on remarque parce qu'ils sont écrits avec un autre alphabet, l'alphabet Mhm. katakana, plutôt que Mhm. les hiragana ou les kanji. Et Mhm. il y en a quand même un sacré paquet de mots. Ah oui. Alors, notamment, ce que j'aime bien, c'est le mot sabotageux, un des rares mots français passés dans la langue japonaise, qui veut dire faire l'école buissonnière, essayer de ne pas trop travailler. Voilà, c'est le mot qui est rentré, hormis les mots de gastronomie, le mot français qui est rentré dans le. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, il faudrait faire une thèse sur pourquoi le mot sabotageux est rentré comme ça. Mais il y a vraiment ce côté. J'avais discuté avec un élève il y a quelques années qui venait du Japon. Il m'avait dit qu'en réalité, bah, souvent, les Japonais comprenaient plus les vieux films du genre les films de Kurosawa. Ça Mhm. leur posait problème parce qu'il y avait encore le vocabulaire non américanisé. Mhm. Et ça, bah, justement, toi, par rapport à la langue japonaise, quel était comment dire, ton pressentiment avant d'y aller et dans la pratique? Avant d'y aller, je me disais que c'est très compliqué comme langue. Après avoir passé 5 mois au Japon, je me suis dit: «C'est hyper compliqué comme langue». Ah ouais? Oui, et c'est pas dans la prononciation comme tu me l'as dit d'ailleurs avant de partir. La prononciation, elle est très facile, surtout pour des personnes qui connaissent les langues slaves. Parce que quand même, j'ai l'impression que c'est assez similaire dans la manière de se prononcer. Mais par contre, le fait qu'il y ait 3 alphabets, le fait qu'il y ait, quand même une énorme touche de la civilisation chinoise. Du coup, quand même, c'est pas juste une langue qui était née juste de soi. Quand même, j'ai même pas fait d'effort pour apprendre la langue. J'ai quand même honte parce que j'ai passé 5 mois dans un pays complètement étranger, mais j'ai juste appris les mots basiques comme voilà, konnichiwa, arigatou gozaimasu. Des choses, sumimasen, parce que sumimasen, on le dit à tous les pas, à chaque pas, on le dit. Si jamais on fait du mal à quelqu'un, si jamais on traverse devant Si quelqu'un. jamais ton ombre touche quelqu'un, tu dis sumimasen au Japon. Non, mais à ce point-là, quand même pas, mais Non, ça se rapproche, non. ça se rapproche. Oui, oui, oui. Bah, je dirais que Et c'est oui. Sodesne aussi. Sodesne, ça ils le Ah disent oui, ah oui, toujours. oui, so desu ne, oui, oui, vraiment. Sodesne C'est et Chotto. ah, Chotto. Giotto matte. Ouais, Chotto matte. Donc Et là, alors ça, juste pour nos auditeurs, Chotto, ça veut dire un peu. Et dans la culture japonaise, c'est quasiment impossible de dire non, en fait, ouais. parce que c'est vraiment ultra impoli. Donc quand tu veux dire non, surtout pas, jamais de ma life, tu dis chotto, ce qui veut dire peut-être, bah oui, peut-être, bah non, mais c'est vraiment la négation la plus forte possible au Japon. Et il paraît que ça peut créer beaucoup d'incompréhension culturelle quand bah, un mec, par exemple, un étranger drague une japonaise en boîte, qui lui demande est-ce que tu veux sortir avec moi, et répond chotto, bah, ça se termine en général au poste de police, quoi. Parce que même si elles ne sont pas féministes, la question du consentement, c'est on rigole pas dessus, quoi. On rigole pas Voilà. dessus, quand même, c'est à débattre, c'est à débattre parce que, Pourquoi? bah, je ne sais pas, dans les clubs, dans les bars japonais, parfois j'ai vu des mecs japonais qui approchaient des filles japonaises et je ne dirais pas qu'elles se sentaient confortables quand elles se faisaient Mmh. approcher et il y avait personne qui réagissait, du coup, je ne sais pas à quel point on rigole pas, hein. Quand même, après. Tu penses qu'il y a vraiment ils n'ont pas fait l'évolution des mœurs que nous on a eu au cours des dernières années, quoi?
Non, 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 je dirais quand même qu'il y a des lacunes juridiques où quand même faut faire évoluer ça, hein, parce que concernant toute la question concernant, le trafic sexuel et cetera, c'est quand même un énorme problème au Japon. Après, c'est pas la même chose que ce qu'on vient de dire, mais quand même, il faut le mentionner. Le trafic sexuel au Japon, surtout le trafic sexuel des mineurs, c'est un Mhm. truc qui se fait de façon très ouverte dans la société japonaise. Il y a des rues dans le quartier, qui est près de Shinjuku où en gros j'avais vu des filles, pas des femmes, mais des filles qui se mettaient au coin de la rue et qui attendaient leurs clients. Je ne dirais pas qu'elles le font de leur plein gré. Voilà, Non, bah, de toute façon, qui le fait de son plein gré quand on est mineur, hein? voilà et c'est un truc très ouvert, ce qui m'a quand même choquée. Ce n'est pas dans une petite rue qui est cachée. Vraiment, j'avoue que ça m'a un petit peu quand même marquée que comme, une personne qui était élevée en Pologne, où vraiment le trafic sexuel quand même il est à un niveau beaucoup plus bas. Mm. Bah, après, le truc aussi, j'ai l'impression que les Japonais ont pas ce que les Occidentaux ont, c'est une forme de surmoi autour de ces questions-là. Je me rappelle, par exemple, il y avait un jeu vidéo, Dragon Quest, qui est Mmh. un jeu de rôle, je sais pas si tu connais la série, c'est une célèbre série de jeux de rôle japonais. Et il y avait en fait une fille qui était lesbienne Mmh. au début, sauf qu'à un moment, tu pouvais lui faire boire une potion pour la guérir Mmh. et pour qu'elle donc se mette à aimer les hommes. Et en fait, il y avait un énorme damage control parce que comment dire, le créateur de Dragon Quest, qui était un Japonais de 70 ans, en fait, il pouvait plus l'envoyer faire des interviews à l'étranger. Parce que quand on l'interrogeait là-dessus, il disait: bah oui, bah, c'est une maladie, hein, l'homosexualité, mais grâce à cette potion, elle peut avoir des normaux. Et je crois qu'il y a un vrai truc comme ça avec les Japonais, ils n'ont pas du tout le même surmoi que le nôtre. Mmh. Heu, Beaucoup aussi sur les questions de sexe parce qu'ils sont pas, ils ont pas cette culture, bah, chrétienne, en fait. Oui. Oui, 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 c'est exactement ça. Même, peut-être que je peux dire un autre exemple. Je ne sais pas si je donne un petit peu trop d'exemples, mais, Non, heu, non, vas-y. parce que voilà, toi tu fais plutôt des analyses, plus globales, moi comme, je Ah, moi, j'y ai pas vécu, donc forcément, je parle que des choses que je connais pas, mais ça, c'est le principe d'être prof. te donne plein Et d'exemples. donner l'impression qu'on connaît mieux les choses que les gens qui y sont allés. Ça, Tu le c'est fais très le bien. ça Tu le fais s'appelle très bien, je dois l'admettre. arnaqueur. Tu le fais vraiment très bien. Bientôt, je vais te parler de la Russie, tu vas voir. Ah, là par contre ça va être compliqué. Voilà, faut pas me sous-estimer. Alors, bien sûr, revenons aux exemples et pardonnons Oui, à nos auditeurs pour ce dérapage. oui. Donc l'exemple, au Japon, il y a une méthode de dragage, de draguerie, de dragage, je ne sais pas comment dire, De draguerie? drague. De drague. Dragage, c'est quand tu vas chercher, tu sais, les ordures au fond d'un canal. Ah! Ah! De drague du coup. Donc c'est pas très féministe comme, D'accord, je m'en excuse. Hem, tu vois, tu en arrives même à t'excuser parce que tu es pas féministe. C'est quand même un retournement de brochette, comme on dit. Après bon, sur le fait si je suis féministe ou pas, je crois Non, qu'il mais faudra enfin, mais je crois qu'il faudra en parler à une autre émission. Donc il y a une méthode de drague, qui s'appelle le nampa, si je ne m'abuse pas, où en mmh, gros, dans les grosses rues, comme voilà, encore une fois Shinjuku ou dans les stations, un mec japonais va t'approcher sans qu'il te dise quelque chose, vraiment juste, quand tu marches, il va être juste à côté de toi, il va te coller, carrément coller et en vrai, apparemment, ça doit montrer le fait qu'il est intéressé en toi et que tu dois l'accepter et voilà, partir avec lui, quoi. Sans rien dire, sans rien dire et personnellement, j'ai été, disons-le, heu, victime, nampé, nampée, nampé. nampée, même si j'avoue que je voyais, plusieurs filles japonaises qui se faisaient namper juste comme ça et en fait, ça les rendait vraiment hyper inconfortables. Il y avait personne qui réagissait, encore une fois. Il y avait vraiment un phénomène de non-réaction de la part des Japonais qui voyaient des choses quand même, assez inacceptables qui se passaient. Ils allaient juste vers leur travail, ils allaient juste, ou bien, chez eux et c'est tout. Ils laissaient passer, en fait. Bah, c'est là qu'on voit qu'en fait l'éducation, formate énormément les gens. Parce Ouais. que c'est sans doute que ces filles,
ont grandi dans un environnement, on leur a expliqué que c'était normal, donc elles acceptent cette normalité qui, Mmh. finalement, pour nous est un peu ouais, donc bref, en gros, le Japon, c'est quand même, une société conservatrice, mais Oui, pas avec, que des bons côtés, oui, oui. Non, il y a des super côtés comme par exemple, justement, comme je t'ai dit, les efforts pour, garder la culture traditionnelle. Ça, par contre, c'est incroyable. Mais bien évidemment, il y a d'autres côtés de cette chose. Oui. et alors on va parler un peu d'un aspect un peu plus, lumineux, quoi. Oui. Quelle est la soci quel est justement cet aspect de la culture traditionnelle où tu t'es dit: «Ça, c'est chouette», décrire un petit peu voilà, un moment que tu as vécu, Mmh, je ne sais pas, je ne peux pas sélectionner parce que tout était chouette. Enfin, tout ce que j'ai fait, donc encore une fois, le port de kimono, quand même, on a été bien accompagnés par des femmes, assez spécialistes dans le port de kimono. Ils nous ont vêtus, ils nous ont coiffés, le petit maquillage, tout, tout, tout. On a fait une photosession, on a fait une cérémonie de thé en étant en kimono. Puis on est allé à Asakusa, pour information, c'est le temple le plus fameux de Tokyo. Et on est allé juste se balader en kimono, à à travers les Japonais. Il y avait des Japonais qui nous faisaient des photos, qui nous faisaient des interviews, qui disaient: «Waouh!» genre, «Kawaii!» Vraiment, c'était une expérience, incroyable de A à Z. Heu, je ne peux pas sélectionner, des choses qui m'ont quand même plus plu, heu OK, je ne sais d'accord. pas. Puis il y avait encore, je suis allée à un théâtre de kabuki, je ne sais pas si tu connais? Kabuki, c'est, un théâtre traditionnel japonais où en gros, c'est une dynastie qui font des danses traditionnelles japonaises et comme je dis dynastie, ben, en fait, il y a pas de danseurs externes qui sont admis dans la danse. Mmh. Ce qui fait en fait toute la magie du théâtre parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont éduqués dans la danse dès leur enfance, dès leur naissance, si je peux me dire même. Et en fait, c'est vraiment des stars, c'est les stars du Japon, ils reçoivent énormément d'argent, énormément de popularité sur Instagram, je crois quand même qu'ils sont très populaires. Vraiment, c'est assez marrant à quel point ça se modernise, mais c'était incroyable, c'était vraiment hyper intéressant ce qu'ils faisaient, c'était très original. Vraiment, je ne voyais ça nulle part d'autre. Alors quand une personne en tant que personne qui s'intéresse à la danse, à la gymnastique et cetera, vraiment j'étais éblouie à quel point c'était magnifique. Puis, j'ai participé aussi à un tournoi de sumo. Ah oui? Oui, oui, oui. Tu as pas été sur le ring? Ah non, J'espère non, quand non, même. ça par contre c'est méchant. Ah non, mais je pense quand même que tu aurais dû Ah non! Ah non, non? quand même, ces gens, ils pèsent, je sais pas, 300 kilogrammes. Bah oui, bah justement, c'est pour ça. Il t'aurait soufflé dessus. Bah, tu m'imagines sur un ring, avec un sumo. Non, mais je me ferais écraser par le mec et d'ailleurs, Ah j'ai vu moi aussi. c'est vraiment Et incroyable à quel point ce sont des gens énormes. Ils ont les difficultés à marcher, mais quand même ils se battent, ils renversent des personnes de même taille. C'est et moi, je me rappelle une fois, c'était quand ils étaient venus, c'était sous Jacques Chirac. Parce que mmh, le président Jacques Chirac était hyper fan de sumo et il avait fait venir en fait les sumos à Paris et on mmh. avait vu une fois, c'était un sumo, il faisait 300 kilos, 2,10 m, il était face à un autre sumo, l'autre on avait l'impression que c'était un nain à côté Ah mais, et après il y il a des bougeait mais catégories, hein. ultra rapidement, mais l'autre, il était tellement grand, il lui faisait ta 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 ta, l'autre il sentait même pas, il l'envoyait, il l'envoyait. C'était Après quand ultra même c'est bizarre impressionnant. parce qu'il y a des catégories de poids, hein. Normalement, ça doit pas être une grosse différence de poids comme ça parce que sinon le mec il va se faire écraser, il va mourir donc il y a de fortes chances. Mais ouais, du coup, je suis allée à un tournoi national du sumo. Ça se fait, 1 fois en quelques mois. D'ailleurs, les billets très, très chers, si je peux le dire. Les Japonais sont très investis. Vraiment, ça se voit, ils criaient,
Vraiment, c'était quand même un changement quand tu sortais du tournoi, il y avait les Japonais tout calmes, tout discrets, tout disciplinés et quand tu rentrais dans le tournoi et en fait, ils criaient, il y avait des bouteilles partout, il y avait des feuilles partout, c'était incroyable à quel point c'était émotionnel, tout ce tournoi et aussi, ce qui est le pire, je suis allée à la finale. Du coup, quand même, il y avait une grande sélection qui a été faite, avant le dernier combat et en fait, le dernier combat a été très décevant parce qu'en fait, l'un des 2 a glissé et est tombé Ah, c'est bête, c'est ballot. et du Des coup années l'autre d'entraînement pour ça. T'imagines un acteur de kabuki, pareil, et là, au moment de la représentation, il mais tombe. mais c'est honteux et du coup, le mec, il est gagné de facto, en fait, enfin l'autre et en fait, je voyais, il y avait les Japonais qui jetaient tout par terre. Ils sont sortis alors qu'ils ont même pas attendu la cérémonie de décoration. Vraiment, le tour la salle, l'amphithéâtre, c'était vraiment un amphithéâtre énorme, a été vide. Je suis restée, je suis partie avec ma mère, je suis restée et du coup, on a regardé, ah ouais, quand même. Les Japonais, ils sont pas très émotionnels du coup, ils sont très En fait, les Japonais, c'est alors l'image que j'en ai, mais c'était l'historien américain Toland dans son début de son ouvrage, qui a été longtemps l'ouvrage de référence sur la guerre du Pacifique, disait ça d'eux, c'est que ce sont de véritables volcans à émotions. C'est ouais. un peu, tu sais, comme dans Star Trek, les Vulcains, Ouais, la race ouais, d'extraterrestres de Spock, logique, très calme. Sauf qu'en réalité, c'est qu'ils contrôlent leurs émotions et brutalement, ça explose ouais. et Mmh tu mh. peux avoir de très, très grosses surprises là-dessus. Mmh. Parce qu'en fait, alors moi, j'ai pas connu des Japonais vivant au Japon. J'ai connu beaucoup de Japonais, mais vivant en Europe. Mmh mh. Déjà, c'est pas les mêmes. Ouais, Parce que faut le faire pour un Japonais de quitter le Japon bah oui. et on sent que, il y a un côté toujours, que je sens pas du tout, par exemple, avec les Coréens. Les Mmh. Coréens, à chaque fois que je discutais avec un Coréen, j'avais l'impression de discuter avec une intelligence artificielle. C'était Ah ultra impressionnant. Tandis que y compris leur anglais, c'est un anglais d'intelligence artificielle. Ils parlent super bien anglais, les Coréens, mais comme une intelligence artificielle. Tandis que les Japonais, il y a vraiment ce côté, on sent qu'ils sont très baroques, en fait, mmh, mmh très, mh. mais qu'ils le cachent, Ouais. mais que quand ils commencent, je sais pas si tu as ressenti ça aussi? Ah oui, 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 j'ai vraiment ressenti ça, parfois vraiment ça se voyait qu'il avait des yeux tout rouges alors qu'aucune émotion, aucun mot, quand il était en colère, vraiment c'est comme s'il se quand même il se contrôlait pour ne pas montrer les émotions alors qu'ils en avaient. Vraiment c'était assez Mmh mh. intéressant à voir. Là par contre je sais pas si j'aurais des exemples parce que j'ai quand même pas, heu, mis des japonais en colère parce que j'avais trop peur, mais Oui, je peux t'intér il y a un bon exemple d'un Japonais qui se met en colère. Je sais pas si tu as regardé les films de Takeshi Kitano? non, 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 j'ai Alors pas c'est des films, c'est début des années 2000 et c'est ultra intéressant le traitement de la violence, parce que c'est pas du tout une violence à l'américaine. Dans les films américains, traditionnellement, la violence, c'est avant de se taper dessus, pendant 5 minutes, ils se disent: «Viens espèce d'enculé, je vais te niquer ta gueule, ta mère et tout», puis après ils se mettent à se battre. Parce que les films de Kitano qui montrent vraiment une violence à la japonaise, la violence, explose d'un coup, mais sans crier gare mmh. et vraiment sans aucune merci. Et ça, je crois que Ouais. ça a quand même quelque chose à voir avec la manière dont faut pas embêter un japonais. Mmh, ouais, 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 bah, si je peux donner un exemple justement à quel point c'est quand même impressionnant, impressionnant comment ils restreignent, ils contrôlent leurs émotions. Bah, par exemple, le mec quand il est tombé, à la finale, aucune émotion. Alors quand même il vient de perdre, à la finale, il vient de perdre d'une manière complètement honteuse. Mais il s'est relevé, il a fait la petite référence, il est parti. Alors que personnellement, si jamais moi ça m'arrivait, je crois pas ce que je ferais, hein. Même en tant que Tu as eu de la chance, il a pas fait seppuku sur scène. oui, Sinon, ça honnêtement aurait mis de l'ambiance. honnêtement, je comprendrais parce que vraiment il y avait des milliers de Japonais qui sont partis à cause de lui. Donc et après tous les messages colériques sur internet, vraiment je peux même pas en parler, hein. Sur les forums et cetera, mais personnellement, en tant qu'athlète professionnel, je ne sais pas ce que je ferais dans une situation comme ça. Donc Mais tu te mets pas dans des situations comme ça.
Ah oui, C'est déjà de ça. base, faut pas glisser, c'est vrai. Et est-ce que tu as, assisté à des matchs de baseball? Parce que ça, moi, c'est ma grande passion, le baseball au Japon, parce que c'est toujours parce que c'était ultra populaire à l'époque des films de Mmh. Kurosawa. Je Ouais. me rappelle pas mal de scènes de films de Kurosawa qui se passent pendant des matchs de baseball. Je me Mmh. demandais si c'était toujours aussi populaire maintenant. C'est toujours aussi populaire dans les universités. Ouais, mais après c'est la touche américaine très forte, dans les universités et cetera. Tu vois les mascottes, les cérémonies de graduation ceremony, c'est hyper occidentalisé si je peux le dire. Du coup, ouais, le baseball, honnêtement, il y avait des tournois qui ont été organisés. J'ai pas assisté parce que j'avoue que le sport, ne m'intéresse pas tellement, mais oui, 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 même il y avait le football américain, donc il y Ah avait pas ouais? Avec ouais, des Japonais? avec des Japonais, oui, oui, oui. Oh l À mon avis, ça doit mal se passer la la compétition mondiale quand ils arrivent face aux équipes américaines. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, ils organisaient des choses, complètement «américaines», si je peux dire comme ça, entre guillemets. D'accord. Ouais, Alors écoute, on est déjà à 45 minutes 50 minutes d'émission, ça passe vite, ouais. et on n'a pas du tout parlé, du boulot quoi, des trucs sérieux. Donc, faut qu'on rectifie ceci. OK. L'université déjà, est-ce que c'est Ouais. compliqué de Non. partir faire Ah, des études au Japon? je pense j'ai direct j'ai directement dit «non» parce que je pensais que tu voulais dire le niveau d'éducation. Mais, Tu vois comment j'ai réussi à te mind mastermind? mais bon, on en parlera après concernant Oui, le niveau comme on dit, trick of the d'équipement. tail. Mais concernant le fait, si ça a été compliqué de partir, je dirais que non, parce qu'en fait l'université a tout pris en charge. Vraiment, ce que je devais faire personnellement, c'est d'abord me faire sélectionner par Assas. Donc, voilà, écrire une lettre de motivation, envoyer mon CV, mais encore une fois, rien de compliqué. Attendre, c'était la chose la plus compliquée parce que quand même j'ai dû attendre 4 mois pour être sélectionnée. Après, il fallait que j'envoie ma candidature à l'université Sophia de Tokyo, c'est l'université où je faisais mon échange. Il fallait que je sois sélectionnée par l'université Sophia de Tokyo, même s'il y avait pas trop de secret, hein, quand même, il y avait, bon, il y avait pas de secret, s'ils voient une étudiante comme ça, bien sûr qu'ils vont pas refuser. Mais concernant, tout le processus migration, documents et cetera, c'était pas compliqué du tout parce que l'université a tout pris en charge. Ils sont très bureaucratiques les Japonais comme, je crois que c'est pas un truc méconnu. Du coup, quand même, les réponses aux mails très rapides, les mails très polis, vraiment «Kind regards, best regards, we thank you sincerely». Vraiment, c'était Ça, incroyable. c'est trop américain dans le genre. Ah ouais, You're awesome. ah oui, vraiment. Ah bah, je suis d'accord. Je te demande juste, combien de photos d'identité faut que j'envoie, you're awesome. Je suis d'accord, c'est ça. Mais Ouais. par contre, au Japon, c'était pas compliqué, mais ça prenait du temps et c'était assez chiant de s'intégrer niveau documents, niveau administratif. Par exemple, l'assurance, bah, il fallait aller à la poste, il fallait écrire une trentaine de documents, il fallait les compléter et en plus, parfois, il fallait écrire en kanji. Mmh. Voilà, ce qui est du Ah ouais? ah oui, oui, parfois, il fallait écrire, par exemple, mon nom, prénom en kanji. Ah ouais, comment tu fais? Je demandais aux Parce Japonais que qui étaient à côté de moi. Vraiment, tout oui, simplement. mais en fait, c'est absurde, parce que les kanji, c'est des concepts, donc ça Heu, marche pour les noms asiatiques qui sont des concepts, genre, brume du matin, fleur du soleil, des trucs comme ça, par mais exemple, Pauline, c'est pas un Porineux, concept. Pauline, Porineux, en katakana, je comprendrais, mais en ah, kanji, je katakana, je suis ah désolée. oui, en katakana. Voilà, bah, comme tu vois, je suis pas trop connaisseuse des alphabets, japonais, mais voilà, katakana, en Ah gros. d'accord, je suis Et rassuré, comme là je comprends. voilà, excuse-moi. Non mais faut pas Et donner de fausses informations, sinon on va se faire striker sur YouTube. ah oui, c'est vrai. Faut faire gaffe, hein.
Et donc, je demandais aux Japonais qui étaient à côté de moi pour écrire mon prénom. Et parfois, vraiment, j'avoue que c'était assez chiant de le faire, tout simplement, parce que je restais à la poste pendant 2-3 heures à juste remplir les documents chiants, tout simplement. Mhm. Et l'ouverture d'un compte en banque, ça, c'est aussi un autre délire. Parce qu'en fait, Mhm. comme j'avais une bourse Ouais. japonaise, il fallait que j'aille dans une banque spécifique qui était liée au système boursier qui m'a été attribué. Et c'était une banque postale, je ne sais pas comment le dire exactement. En gros, c'était lié à la poste nationale. Ouais. Et du coup, il fallait que j'aille à une poste nationale spécifique qui était près de mon lieu de résidence. Si par exemple, je vais à une autre poste qui est à 10 km de mon lieu de résidence, là, ça ne marche pas. Il faut aller à la plus proche qui est de mon lieu de résidence. Mhm. Mais pour ce faire, il fallait faire une réservation en ligne. Mhm. Quand je regardais les horaires, tout a été occupé jusqu'à mars. Ah oui, donc quand tu étais parti. Donc, quand je suis déjà partie, voilà. Donc, je me suis dit, comment je fais? Comment je fais? J'ai essayé des postes qui sont plus loin de ma résidence. Peut-être qu'ils feraient des exceptions. Non, pas du tout. Là, ils sont très stricts, les Japonais, vraiment, aucune exception. Aucune grâce, aucune tolérance. Vraiment, il faut que tout soit comme ça, comme suivant les règles. Et en fait, à un moment donné, je suis allée à l'administration de mon université et je leur ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne recevrai pas la bourse que vous m'avez attribuée. Et du coup, il y avait l'une de l'administration de la scolarité qui est partie avec moi à la poste et Mhm. qui a juste dit, bah, en fait, ouvrez le compte en banque, tatati tatata. Ils le disent, oh oui, c'est ma scène, ils ont ouvert le compte en banque. Donc, En quand fait, il y a une tu position croyais de... que c'était une personne de l'administration de ton université, mais c'était une représentante des Yakuza. Oui, peut-être. Faut pas se prononcer, mais c'est Peut-être, possible. je ne sais pas, je ne sais pas. D'ailleurs, j'en ai vu des Yakuza à Shinjuku, c'était Ah incroyable. ouais? Oui, oui, oui. Raconte-moi ça. Ah! Bah, en fait, je suis sortie avec mon groupe, d'étudiants. Il y avait un Japonais qui était avec nous. Un Japonais qui, en fait, il comprenait très bien l'anglais, il apprenait le portugais. C'est pour ça qu'on a quand même réussi à communiquer. Et en Mhm. fait, on était à Shinjuku. Encore une fois, Shinjuku, j'en parle beaucoup parce qu'en fait, c'est le lieu où se réunir en tant que jeune. Et du coup, en fait, je vois, il y a un changement d'atmosphère dans les lieux. Et en fait, je vois, il y a des Japonais qui quand même, genre ça se voit, ils regardent vers le sol, ils arrêtent de parler, et cetera. Et je demande, au Japonais, qui s'appelait Shun, heu: «Qu'est-ce qui se passe?» Il a dit: «Non, mais il y a des yakuza qui marchent, en fait, ne les regarde pas, s'il te plaît». Mais moi, je les ai regardés, moi, je m'en fous. Moi, je les ai fixés. Et en fait, ça se voyait que c'était un groupe, en costume. Je ne sais pas si je ne voyais pas leurs tatouages parce que c'est connu d'avoir quand même des tatouages, chez les yakuza. Mais je ne sais pas si c'était les yakuza c'est sur parole, du monsieur japonais qui était avec moi. Mais j'avoue que quand même, il y avait un changement d'atmosphère, il y avait un changement de comportement quand il passait. Je me suis dit: Et «Ah ouais». ça veut dire qu'ils sont comme ça vraiment dans la rue, quoi. Et Ouais, ouais, que après c'est la seule fois où je les ai vus. Je n'ai pas vu d'autres occasions. Peut-être encore une fois, ce n'était pas les yakuza parce que juste j'ai cru à la parole, de Shun, mais ça quand a même l'air pas j'avoue que trop. Mais tu sais, c'est souvent ce qu'on dit, là encore, quand les Américains sont arrivés au Japon, enfin, sont arrivés, on se comprend, ont envahi le Japon et l'ont occupé. Et oui. même, selon certains auteurs, d'ailleurs, américains, ont commis un génocide culturel. Parce que faut voir que la société japonaise, elle a quand même sacrément été passée à la moulinette, hein. Mmh mh. Un Mmh. exemple typique, pour assurer la dépendance alimentaire du Japon, on va favoriser le développement du ramen parce que Mmh. c'est du blé importé des États-Unis et que les agriculteurs de riz japonais de la campagne sont des communistes et nous cassent les couilles, quoi. Mmh. Et donc, il y a vraiment plein de trucs comme ça. On ne se rend pas compte à quel point les Américains ont, enfin, un peu comme les Romains, quoi. Là où ils passent, l'herbe ne repousse pas, quoi. Ouais, ouais, Mais, mais à ce niveau-là, ce qui est assez rigolo, c'est que quand les Américains sont arrivés, il y avait tous les zaibatsu, c'est-à-dire les grands conglomérats qui avaient fait le Japon impérial, qui avaient fait les politiques militaristes, qui n'ont pas été inquiétés, qui ont été recyclés dans le marché noir d'ailleurs. Et globalement, le deal, c'est que dans une grande famille de zaibatsu qui deviennent les keiretsu, bah, en gros, on va dire, bon, bah, il y a l'aîné, il va contrôler l'entreprise, parce que ça, c'est dans une région, c'est le principal.
Il y a le cadet, comme il est un peu en dessous de l'aîné, il va faire de la politique, parce Mmh. que c'est moins prestigieux, il a moins de pouvoir. Et puis le troisième, bah, il va être patron des yakuza locaux. Comme ça, bah, les yakuza locaux, ils vont faire en sorte que le type, bah, soit bien élu, qu'il y ait pas trop de Mmh. délinquants dans les rues et comme ça, bah, si le gouverneur, fait bien le travail, l'entreprise de l'aîné va fleurir avec des contrats et tout. Donc il y a tout un système, la démocratie au Japon, c'est quand même il y a Ouais. une grande subtilité Oui, oui, avec, oui. le rôle des je crois pas que les yakuza enfin qu'il y a aucun, pays où les membres du crime organisé sont aussi, visibles, quoi. Mmh. Peut-être en Sicile, quoi, dans l'Italie du Sud et encore. Moi, j'en Encore. ai jamais remarqué à Naples, par exemple et Bah, moi, je suis allée en Sicile et j'ai jamais remarqué non plus. Mais par contre, au Japon, ça se voyait que même quand tu même quand on parle à un japonais classique, si jamais tu poses la question des yakuza et cetera, à chaque fois, il y a un petit inconfort. Donc ah oui. oui, oui, Mais oui. parce qu'on dit qu'ils sont très en déclin les yakuza, parce que c'est quand même un mode de vie qui parle plus aux jeunes générations. Oui, oui, ils sont en déclin, mais ils existent toujours. Eh oui. Ouais. Et oui, oui. Et quand même, Et ils ont eu une grande, juste je t'interromps parce que c'est assez marrant de le dire. ouais, Hem, Ils ont quand même une grande legacy, si, mmh un héritage. un héritage, même concernant les tatouages, par exemple, les tatouages au Japon, ils sont directement considérés comme, une liaison à la criminalité. Mmh Parce que les C'est-à-dire yakuza que c'est pas comme en Occident, quoi. ah non, 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 Les non, non, c'est hyper mal vu, c'est très mal vu. Même par exemple dans les onsen, c'est les bains chauds, japonais, là où on va d'ailleurs tout nu. Ben, en fait, si jamais il y a un japonais qui a des tatouages, il est interdit pour lui, d'accéder aux onsen. même si c'est un yakuza? Parce que là, il revient avec Après les des yakuza katanas quand pour même, faire du sashimi. je crois que les yakuza, ils ont leur propre onsen, hein. Ah d'accord, ouais. Mais même Je les étrangers, par exemple, quand ils y vont, ils doivent ou bien mettre un pansement qui couvre les tatouages s'ils sont pas auss très, très grands, ou bien ils ont juste pas le droit d'y aller. Donc même dans la se même je voyais, parce que je parlais à des personnes, voilà, australiennes et cetera, qui avaient des tatouages et en fait, quand ils sortaient, quand même, il y avait des regards qui se jetaient vers eux. Donc d'accord. Même avec un tatouage Dragon Ball Z, dit la régie. Même ça passe pas. même ça passe pas. OK. On demande aussi, est-ce que tu as été à Akihabara? Akihabara? Oui. Oui, 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 c'est la station où en gros il y a tous les mangas, tous les jeux vidéo, tous les hentai d'ailleurs. Oui, oui, je suis Mmh allée, même si j'avoue que je suis pas grosse fan de toute cette culture. Comme je l'ai dit, je suis plutôt culture traditionnelle japonaise. Mais oui, 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 j'y étais, très blindée par les Japonais, comment dire? Qui sont motivés par des raisons pas très ethniques pour y aller. mh. Pas Hem très éthique, tu veux dire? É éthique, éthique, Oui, voilà. éthique, mais il y avait aussi, plein de mes camarades qui y allaient très régulièrement Ah bah, bravo. pour des raisons, multiples, si je peux dire ça de Voilà. façon la plus polie possible. Nous jetterons un voile pudique sur ces raisons. Oui, moi je me tenais bien en distance de ça. Oui, 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 non, mais ça ne nous regarde pas, tu sais, là-dessus. Ah non, non, Là-dessus. non! Pardon, tu te rappelles ce que je disais toujours en cours quand on nie, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Oui. Alors, revenons, à l'université parce que je Oui, t'avais oui, oui. fauché comme un lapin en plein vol. L'université au Japon, c'est différent de ce qu'il y a en Occident? C'est dur? Non, pas du tout dur justement. Après, c'est très possible que je sois biaisée parce que comme l'éducation à ça, elle est quand même assez intense. Mmh Heu, le parcours universitaire que j'ai passé au Japon, quand même, il a été bien plus facile que ce que j'ai passé à Assas. Bien, moins dense déjà, du coup moins de matière et beaucoup plus facile à appréhender les informations. Hem, j'ai vraiment eu
aucune difficulté à avoir de très bonnes notes. J'ai fini avec un GPA 4.0, donc 4.0 vraiment. Donc vraiment, comment dire? Ça montre que quand même j'ai eu aucun souci pour réussir, quoi. Par contre, Alors juste une précision parce on nous demande dans le chat Assas. Assas, bah, c'est l'université de droit la plus prestigieuse. Je suis désolé de faire rougir ta modestie, Pauline, à Paris. Voilà, c'est l'université de droit, alors qui est prestigieuse et qui a la réputation d'être d'extrême droite. Il y a une malheureusement. réputation qui est usurpée par rapport à l'autre. Nous Oui. laisserons les auditeurs dire laquelle. Par contre, le stéréotype d'extrême droite, et après j'en reparle sur l'université japonaise, c'est en train de changer. Voilà. Ah, Voilà, juste pour le poser là-dessus parce que je préfère défendre mon université, mon ex-université. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, ouais, donc termine un peu sur Pour le. l'université japonaise. Mais quand même, ça se voyait que l'éducation, elle était très américaine, si je peux dire comme ça. Même le système GPA, etc., c'est très américain, de ce que je comprends. C'était très basé sur pratique, pas sur théorie. Donc on faisait plein d'exposés, plein de projets semestriaux. On faisait des entretiens avec des professionnels, ce que je ne faisais pas tellement en licence à Assas. À Assas, j'étais vraiment plutôt livre, code civil, code des juridictions administratives, code pénal, etc., et code du travail, alors que quand même, là-bas, c'était beaucoup plus focalisé sur la pratique, sur la professionnalisation, et beaucoup moins de théorie, beaucoup moins de connaissances, à mon avis, à appréhender. Du coup, quand même, voilà, c'était un changement. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc très très français, cette image encore du professeur qui fait un cours. Oui, oui. Que à l'université, en fait, dans le monde entier, il n'y a plus vraiment de professeurs qui s'embêtent à faire des cours, ils font des lectures, ils font des TD, Ouais. mais que peut-être aussi parce que c'est plus facile à faire un TD qu'un cours. Oui. Bah, justement, ce qui a quand même changé avec Assas, à Assas, il y a le plus grand amphithéâtre en France. Je ne sais pas si tu savais. Il accueille, je crois, autour de 2000 personnes, donc c'est énorme. Et t'imagines faire un cours avec une salle remplie de 2000 personnes, bien sûr que ça va être juste la seule personne qui est au milieu qui va prendre le microphone et qui va parler pendant 3 heures. Euh, Et Même si, puis oui, c'est clair qu'au bout des 3 heures, il est comme une star de rock après un concert à Bercy. Il est complètement vidé, le mec, et il n'a pas ouais, le même cachet. oui. Et même, Faut on vraiment. applaudissait hein, à Assas, à la fin des cours magistraux. On applaudissait à chaque fois. Ouais. Oui, c'était vraiment un truc assez intéressant. Mais au Japon, on était en classe, donc maximum 40, 50 personnes. Parfois, on était même en 20 personnes, pas plus. Et en fait, quand même, ça changeait la dynamique de travail parce que le prof posait des questions, on participait, plein d'exposés qui étaient à passer. Du coup, en fait, c'était vraiment une relation de donnant-donnant, si je peux dire comme ça, entre le prof et l'étudiant. Alors que ça, c'était beaucoup plus le prof te donne le cours, tu l'apprends par cœur et tu le recraches aux examens. Voilà. Entendu. Et alors, par rapport, donc dans tes classes, quelle était la proportion d'étudiants japonais et d'étudiants non japonais? C'était bien plus que ce que j'imaginais. Je pensais qu'il n'y aurait que des Japonais, d'ailleurs des Japonais qui n'ont aucun lien avec l'international. Parce que bon, je m'y attendais à ça, parce qu'à SAS, par exemple, dans la majorité des cas, on est des Français. Et s'il y avait des étudiants d'échange qui venaient, quand même, ils n'étaient pas très intégrés dans la vie étudiante, si je peux Mais prendre. c'est des Parisiens d'un autre côté, à ça, donc c'est des C'est connards. vrai, c'est des Parisiens, et en plus des Parisiens, Et pas puis tous pas les. n'importe quel Parisien. On se Voilà, c'est ça. comprend, voilà. C'est C'est des ça. Parisiens qui savent pratiquer l'entre-soi depuis le jardin d'enfants, Exactement, souvent. exactement. Alors qu'au Japon, c'était assez choquant de voir que je n'étais pas la seule. Il y avait l'Institut catholique de Paris qui avait aussi envoyé 5 étudiants d'échange dans la même université que moi, dans la même année que moi. Du coup, on était à peu près 7 ou 8, 7 ou 8, ou 7 ou 8, au même niveau de licence, de graduate school. Et c'était seulement dans la faculté. Alors qu'encore une fois, les effectifs, ils étaient beaucoup plus moindres que ceux à Assas. On était dans des classes, comme je t'ai dit, de 30 à 40 personnes.
Du coup, quand même, je dirais que c'était assez international, toutes les classes. Mhm. Oui, la majorité, elle était japonaise. D'ailleurs, la majorité japonaise, ils avaient quand même des liens au monde étranger, au monde international. Du coup, c'était ou des binationaux, ou des gens qui ont habité à l'international. Donc, quand même, je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les universités japonaises, mais quand même, l'université où j'étais personnellement, Sophia University, très international, très ouvert à l'étranger. Après, ce qu'on dit, c'est que même un Japonais qui a vécu à l'étranger est perdu pour la cause, parce que justement, c'est ce qu'on appelle, je crois, la dissonance des limites. Mm. C'est qu'il est plus, comme on disait au début de l'émission, il est plus huilé Mm. pour se comporter exactement comme un vrai Japonais. Ouais. Il y avait aussi beaucoup de problèmes, tu sais, il y a beaucoup de Japonais qui avaient émigré au Brésil à une époque. Oui, oui, oui. Et comme il y a la vision ethnique que bah, tes Japonais, même en fait, si tes parents, tes arrière-parents sont japonais et tout, ils peuvent très facilement revenir au Japon. Sauf Ouais. qu'un Japonais qui a grandi au Brésil, c'est pas tout à fait comme un Japonais qui a grandi à Osaka, quoi. Ah Et oui, que oui, oui. donc, souvent, ça crée de vraies tensions, ça, de la société japonaise. C'est Parce ça, que c'est ça. Bah, justement, tu l'as très bien dit, les Japonais qui étaient pas très japonais, si je peux me prononcer comme ça, bah, en fait, je voyais qu'ils avaient du mal à socialiser, à socialiser avec les vrais Japonais, entre guillemets. Ils socialisaient plus avec nous. Mmh. C'était assez intéressant à voir, mais oui, oui, c'est vrai. Et alors, parce que bon, les Français ont une réputation exécrable de jamais parler aux étudiants étrangers. On dit toujours que c'est très, très dur de se lier aux Français. En plus, ils ont un sale sens de l'humour. Heu, les Japonais, tu les sentais, curieux? Est-ce que tu as pu bâtir un petit peu des relations amicales avec des Japonais? Mmh. Ou est-ce qu'ils sont pareil, fermés sur eux-mêmes? Ils sont quand même assez refermés sur eux-mêmes, même si ça dépendait des classes, ça dépendait des classes. Si j'étais dans un cours où l'enseignant a été japonais et les enseignants japonais, dans la majorité des cas, ils sont très stricts et cetera, bah, en fait, quand même, il y avait des complications à nouer des contacts avec les étudiants japonais. Heu et aussi, les enseignants japonais, dans la majorité des cas, c'est vraiment des profs, cours magistral, format cours magistral où en gros ils parlent, les gens ne parlent pas tellement, les étudiants, je veux dire. Du coup, quand même, il y avait des difficultés à nouer des liens, mais dans des classes où c'était beaucoup plus interactif, là, par contre, vraiment, on a réussi à nouer des liens avec des Japonais et d'ailleurs des liens qui durent toujours, hein. Je suis toujours en contact avec des Japonais. On se tient au courant, on est en contact, c'est vraiment assez sympa de voir ça. Du coup, ça quand même, ça casse les stéréotypes que les Japonais sont très refermés sur soi. Je dirais que surtout la nouvelle génération, elle est assez, je dirais, assez ouverte, ce qui m'a beaucoup plu. Bah, moi, l'impression que j'ai, alors c'est pareil des Japonais vivant en Europe, mais que ce qui est ultra rafraîchissant avec les Japonais, c'est que, ils ont un sens de l'émerveillement, un peu comme nous on a sans doute vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que le Ouais. moindre truc qu'on fait, c'est pour eux incroyable, quoi. Oui, oui, Alors, par exemple, je bois du vin, à chaque repas. «Tu bois du vin, c'est trop incroyable!» et oui. et et ça, mine de rien, ça fait que tu as pas une sé contrairement à l'image que tu as pas une sécheresse de conversation avec des Japonais, comme tu Jamais. peux l'avoir avec des Américains, avec des Allemands. Parce que le moindre truc qu'ils te disent ou le moindre truc que tu leur dis, c'est incroyable. Oui, 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 c'était vraiment, à un moment donné, je me sentais un petit peu trop aimée, un petit peu trop, je ne sais pas, like c'était incroyable quand je disais, par exemple, que j'ai habité en Pologne, oh! Waouh! C'était alors que vraiment, Incroyable. bon quoi, Alors c'est qu'en pas France, j'habite en Pologne, c'est pas trop dur. ouais, non, mais vraiment en Pologne, ça veut dire: «Ah ouais, c'est quoi ce pays?» Enfin, Ouais, ouais. Ouais. vraiment, alors que les Japonais, j'avoue que la moindre chose que je leur disais sur moi, qui différait de leur vision de voir les choses, à chaque fois, c'était un émerveillement absolu. Mmh. Même, les compliments et cetera, c'est une chose qu'ils n'hésitent pas à dire, qu'ils n'hésitent pas
à dire à tout moment quand ils te voient: «Oh, j'adore tes cheveux, oh, j'adore tes ongles», et en Par plus, contre, ça serait super creepy. T'imagines, tu en Angleterre, un Anglais qui dit: «J'adore tes cheveux, j'adore tes ongles». non, mais bien sûr, c'était dans un contexte normal, hein, il y avait quand D'accord, OK. même Faut se comprendre, en fait, parce que j'imagine tu sais, le contrôleur de billets qui te le dit: «J'adore tes ongles». bah, c'était vraiment, assez positif. Du coup, vraiment, j'adorais être au Japon parce que j'étais valorisée, j'étais appréciée. Il y avait vraiment des Japonais qui nous arrêtaient dans la rue et qui disaient: «Waouh, vous êtes trop belle», quand je marchais avec mon amie: «Waouh, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous?» D'ailleurs, c'était assez, je sais pas, c'était assez bizarre, mais bon, je me disais, si ça Et leur en fait fait, ça plaisir, passe, tu dis que pourquoi pas? c'est Ça bon passe, enfant, ça c'est notre passe, culture. vraiment. Ils sont tellement et alors le chat nous pose la question: «Est-ce que tu serais d'accord avec que c'est très simple de s'entendre avec des Japonais et que c'est très dur de devenir un ami?» Tomodachi. Oui, oui, je suis très d'accord. Je suis vraiment très d'accord. C'est très simple de s'entendre avec les Japonais parce qu'en fait, ils sont très ouverts à ce que tu dis, à ce que tu représentes. Ils disent oui toujours, ils s'engagent dans la conversation de façon très, très simple. Mais c'est vrai que quand même, il faut faire beaucoup d'efforts pour être vraiment un ami en tant que soi avec les Japonais. Par exemple, j'en ai parlé au moins une dizaine, vingtaine, quand même, mais je suis toujours en contact avec seulement 2 d'entre eux. Donc alors que quand même on a passé énormément de temps ensemble et je crois que l'amitié chez eux, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très rare, mais par contre très fort si jamais tu es un ami avec les Japonais. Mais c'est très compliqué, d'atteindre cette relation assez proche avec les Japonais, ouais. Mais après ça, là encore, moi j'ai envie de faire un parallèle avec les Américains, parce que, les Américains, il y a vraiment ce côté-là que quand tu les rencontres, tout de suite, ils socialisent, Mmh. super, sympa, super ouvert a priori. Mais en fait, dès que ça se termine, tu te rends compte que c'est ultra superficiel Mmh mh. et que, ils vont couper tous les contacts, quoi. Ouais, ouais, Je me ouais. demande si c'est pas un truc, l'amitié un peu profonde, si c'est pas un truc très européen, qu'il y a dans beaucoup d'autres, cultures, Ouais. notamment alors j'ai l'exemple des États-Unis, mais aller vraiment dans des discussions profondes, c'est pas trop leur délire. Ouais, c'est vrai que, il y a une grosse division entre, Mmh. fréquentation et amitié. C'est vrai que c'est Mmh. très propre à l'Europe, c'est très propre d'ailleurs à la Russie, hein, comme j'ai quelques connaissances, l'amitié là-bas, c'est quelque chose de très rare, très compliqué, mais par contre, très fort et très compliqué à atteindre encore une fois, comme je l'ai dit. Mais au Japon, c'était un petit peu la même chose, tu vois? Quand même, je ne sais pas si c'est la touche, américaine, occidentale qui a changé le concept de l'amitié, mais après je crois que c'est juste, une mentalité qui est propre, peut-être à la nature humaine, je ne sais pas. Quand même, un ami, normalement, il doit pas te trahir, un ami, il est toujours là à t'aider et cetera et en fait, pas beaucoup de personnes sont prêtes à un investissement comme ça. Donc Oui peut-être que c'est pas seulement européen. et puis c'est aussi quand même, je crois qu'en Europe, on n'a pas les mêmes codes sociaux. Quand tu as un Ouais. code social parce que alors les Japonais, bon, c'est leur code social, qui vient de leur tradition. Mmh. Les Américains, c'est le code social qu'ils ont, bah, notamment de la religion et d'une société américaine qui s'est bâtie sur le consensus. Je crois que dans les sociétés de consensus, bah, par définition, tu vas toujours être un peu sur la défensive, tu vas jamais t'ouvrir parce que si tu ouvres, tu risques d'avoir un propos clivant et que tout Mmh. ça fait que l'amitié qui a quand même un côté disruptif, tiens, pour, se rappeler, c'est quelque chose qui est difficile dans la société de consensus. Tandis qu'en Ouais. Europe, on passe notre temps à se foutre sur la gueule sur tout, donc c'est plus facile Ouais. peut-être. Ouais, ouais, ouais. Mais Ce sont d'ailleurs, en parlant de sur quoi est basée la mentalité de la société japonaise, je ne sais pas si tu veux en parler parce que c'est assez intéressant à mon avis, ah oui, oui, avec plaisir.
J'y étais quand j'étais en novembre à Osaka, j'ai appris qu'il y a un musée des samouraïs et des ninjas qui a été ouvert il y a 2 jours. Mhm. Du coup, je me suis dit: «Allez, je vais y aller», je suis allée toute seule. Bon. Et en fait, on m'a expliqué beaucoup de choses qui ont quand même, mis en lumière, si je peux dire, la mentalité japonaise qui est très ancrée dans la culture, dans la tradition samouraï. Je ne savais pas qu'il y Mhm. a un lien très fort entre les 2, mais en fait, la manière de voir l'autre, la manière d'approcher l'autre, la manière de communiquer, la manière de même de marcher dans la rue, c'est ça revient aux samouraïs, en fait. Ah ouais, Jamais pourquoi? bah, en fait, c'est parce qu'ils ont été quand même assez glorifiés à leur temps, à l'époque et je dirais que c'est arrivé jusqu'à là. Après je ne me rappelle pas, très en précision de pourquoi et cetera, mais apparemment c'est vraiment un fait et c'est un Japonais qui me l'a dit. Si je te donne un exemple, Kyoto était l'ancienne capitale, japonaise, maintenant c'est Tokyo. Et en fait, dans les escalators, dans les escaliers et cetera, les gens ne marchent pas au côté droit, non, au côté gauche, comme, partout autre, au Japon, parce que comme tu sais, la circulation, elle est à gauche. Mais à Oui, elle est Kyoto comme en Angleterre parce qu'ils n'ont pas été envahis par les Français, malheureusement pour eux. c'est ça, elle est comme en Comme par Angleterre. Napoléon, Ouais, ouais, bon, c'était un peu bon, loin. un petit peu. Mais bon, bref, la circulation au Japon, dans la majorité des villes, c'est à gauche. Mais à Kyoto, c'est à droite. Pourquoi? Parce que, de ce que j'ai compris, quand les samouraïs mettaient leur épée, autour de leur corps, c'était fait pour ne pas, toucher l'autre qui marchait Mhm. juste à côté. Parce que sinon, si jamais tu touches l'autre avec ton katana, ben, en fait, c'est un signe que tu veux faire une bataille, que tu cherches des Tu ne problèmes. respectes pas et Voilà, voilà. c'est là où ça Du coup, en clash. fait, on a changé les mœurs, on a instauré des mœurs, à Kyoto, qu'en fait, la circulation doit être à droite et pas à gauche. Ah, c'est C'est pas juste qu'il y a eu, tu sais, on avait dit, Napoléon avait eu comme projet d'essayer d'envahir l'Angleterre avec des montgolfières. Donc moi, tu vois, j'avais tout de suite une autre explication, c'est qu'une montgolfière avait dérivé et qu'une partie de la glorieuse Grande Armée avait atterri à Kyoto et avait imposé la circulation du bon côté. Mais non, c'est pas ça. non. Ouais. Mais tu vois, par Ton exemple, explication me détail semble un comme peu capillotractée, hein, avec tout le respect que je te dois, la mienne me semble plus simple. c'est pas moi qui me l'a dit, c'était le guide au musée qui me l'a dit. Voilà, voilà, Oh, voilà. d'accord, Et j'ai appris ok. aussi qu'il y avait bon, bah, peut-être que je vais en roue libre, mais j'ai appris qu'il y avait des samouraïs femmes. Ah ouais? Ouais, incroyable! J'ai jamais pensé. Mais Mais en alors, fait ça, c'est juste quelque chose qu'ils disent après, tu sais, non, mais pour apparemment, féminiser le il y a truc. des archives qui montrent qu'en fait, il y avait assez rarement quand même, des samouraïs femmes, parce que comme c'était une dynastie, bien évidemment, il y avait des femmes qui ont été nées et cetera et parfois il y avait des nécessités qu'une femme devienne samouraï, voilà, dans des tensions géopolitiques et cetera. Mais quand même, bien sûr, elle était dans une D'accord. position bien moins favorisée que celle d'un homme. Et aussi, j'ai appris, c'est assez marrant, voilà, je vais terminer là-dessus, on devenait samouraï par lien sanguinaire. Du coup, dès ton Mhm. enfance, tu es éduqué à devenir, combattant, à devenir soldat pour l'État japonais, pour l'État, pour l'Empire japonais. Et en fait, pour faire peur aux attaquants, les enfants, quand ils mettaient leur uniforme, en fait, ils se faisaient une, moustache artificielle. En gros, ils se faisaient coller une moustache sur la face pour faire peur aux gens, pour faire genre que tu es un adulte. Ah ouais. Ouais, Mhm. Pourtant, voilà. il y avait quand même une question de taille, hein. Après En bon, général, on question de reconnaît. taille, en regardant la taille des japonais quand même, tu peux jamais savoir donc. Oh, là, c'est là où ça dérape. Dérape. Bon, mais écoute, je vois on avait dit qu'on allait faire 1 heure, on en est à 1h22 et je pense qu'en plus on a qu'effleuré le sujet, on pourrait continuer, mais il y a un moment, il faut savoir être raisonnable. Ouais. Donc, un peu 2 questions pour terminer. La première question, comment les Japonais voient la France et voient la Pologne? Puisque le chat demande, comment ils voient la Pologne.
Qu'est-ce que est-ce qu'on Heu, a al toujours la cote, qu'on est romantique et cetera ou alors, pour la France, c'est la Tour Eiffel, c'est Paris, c'est vraiment le rêve parisien. Donc par exemple, si je disais que je suis française, ils disaient: «Ah Paris, Paris!» alors que je leur disais pas que je suis parisienne, hein. Oui, je le suis, mais voilà et enfin, tu l'es, même ton identité est multiple. Moi, je te vois pas mais comme parisienne, excuse-moi, moi j'ai grandi à Paris, c'est pas ouais, pareil. je ne suis pas parisienne, mais après officiellement je le suis, mais bon, depuis Ouais. seulement 3 ans. Non, mais déjà pour être parisien, faut pas être sympa, donc je suis désolé, mais Ah! c'est un des critères. Je l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Ah mais moi j'assume, hein. De toute Ah! façon, tout le monde sait que je suis un connard. Non, moi je pense pas ça. Bon bref, hem, ouais, ils réduisent la France, à Paris, à la Tour Eiffel, ils disent à chaque fois: «Ah j'ai trop envie de visiter, j'ai trop envie de visiter, j'ai trop envie d'acheter des produits LVMH, des produits Gucci, Galeries Lafayette». Oui, oui, parfois ils connaissent le nom Galeries Lafayette, c'est assez étonnant, mais oui, romantique, c'est vraiment la touche la plus stéréotypique qu'on peut avoir de la France. Concernant la Pologne, je ne dirais pas qu'ils ont une opinion, particulière, juste, opinion des personnes slaves, quoi. Même, ça encore, hein, faut le prendre avec un grain de sel parce que, enfin, dans la majorité des cas, ils ne savaient pas trop ce qu'est la Pologne, ce que sont le polonais et cetera. Les Russes, oui, parce que les Russes quand même, il y a tout le monde qui les connaît. Mais mais les Polonais, bon quoi, ils ne le savaient Déjà, en plus, les Russes, ils leur ont piqué les îles Kouriles. voilà, bah, non, mais c'est assez marrant parce que j'en ai parlé, hein, j'en ai parlé à des Japonais, même si encore une fois les Japonais ne parlent pas tellement de la politique, mais parfois j'ai vu des opinions concernant les îles Kouriles et Sakhalin. Ah oui, 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 parfois ils ont été bien, bien aigris, bon. Eh oui. Mais Ouais. alors pour te raconter une anecdote sur les relations entre la Pologne et le Japon, moi qui m'a toujours fait énormément marrer, c'est que, au moment de la Seconde Guerre mondiale, bah, en fait, à la base, la Pologne était alliée avec le Japon parce que Mmh. la Pologne était associée au pacte anti-Comintern, puisque Mmh. l'objectif, c'était de prendre l'URSS en tenaille. Et lorsque la Pologne a été trahie par les Allemands, en 1939 avec Mmh mh. l'invasion, Mmh. il y a beaucoup de soldats polonais qui se sont réfugiés à l'ambassade du Japon à Varsovie Mmh. et de là, ils ont été exfiltrés pour partir au Japon Mmh. et du Japon, ensuite, ils sont repartis vers les États-Unis pour finir par débarquer sur les plages de Normandie. Ce qui est quand même une trajectoire assez fascinante, mais ce que je retiens un petit peu de cette anecdote, c'est que les Japonais sont le seul pays qui n'a pas trahi la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, c'est à un niveau, assez mineur par rapport à la grande valse des événements, mais je trouve que c'est quand même très révélateur de la mentalité japonaise, de ne Oui, pas oui, oui. avoir laissé tomber, ces soldats polonais, de les avoir exfiltrés et cetera et cetera. Ouais, ouais, ouais. Non, mais la loyauté, la solidarité quand même, je dirais elle est assez propre à la mentalité japonaise, non? Enfin, c'était assez parlant pour moi, je dirais. Ça me OK, faisait plaisir, oui. bon. Alors dernière question et puis après on va rendre l'antenne. Mmh mh. Après donc tu as dit que tu avais pas vraiment d'avis et d'idées préconçues sur la culture japonaise avant d'y aller. Mmh mh. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Quelle partie du Japon t'a ramené avec toi? Que Est-ce des que tu choses apprends toujours le japonais, par exemple, ou le japonais, je ne l'apprends pas parce que j'avoue que j'ai assez de langues dans mon cerveau, il faut que je les gère, même maintenant. J'en connais 5, voilà, juste pour le mettre, là. Ajouter une sixième langue, ça va être assez compliqué, même si qui sait, hein, même si dans le futur proche, pourquoi pas, tu je sais, à partir de la septième langue, ça fait plus mal. d'accord! C'est bon à savoir. Il y a que des choses positives que je peux tirer du Japon et des Japonais. Vraiment, il y a
aucune opinion négative, même si quand même j'ai commencé avec des touches négatives concernant le nationalisme, et cetera. Mais bon, enfin, c'est juste propre à leur mentalité. Mais qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu une superbe expérience, avec des personnes japonaises, mais aussi avec plein de personnes internationales. Un super enrichissement culturel. Ça, par contre, je ne peux le comparer à aucun autre pays. La nourriture, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, incroyable, exceptionnelle. J'ai jamais en tant Ça que peut-être pour une autre émission. vraiment, Oui, on peut en c'est parler, vrai on qu'il peut en parler, y a pendant des tellement de heures. choses dont on n'a pas parlé. C'est incroyable, vraiment d'ailleurs, en tant que grosse défenseuse de la nourriture, et de la gastronomie française, je dois dire, malheureusement, unpopular opinion, la gastronomie japonaise, elle est tellement sous-cotée que parfois je dirais qu'elle peut battre la gastronomie française, hein, Ah bah, alors là-dessus, moi, j'ai aucun problème à accepter ça. Parce que D'accord. moi, si tu veux, à la maison, on se fait ramen une fois par semaine, Ah oui, oui, tempura une oui, fois mais toutes les 2 semaines. Là, comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle jamais le nom, les crêpes japonaises, tu sais, où tu as du chou, du porc ah, dedans. non, j'ai pas le nom, mais je sais très bien de quoi tu parles. Oui, Bon, oui, oui, oui. voilà, bon, Ouais, on on va pas épiloguer là-dessus. Oui, non, mais c'est clair que c'est bah, le truc de la incroyable. culture de la gastronomie française, c'est qu'elle est chère. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, la vie au Japon, en tant que telle, après encore une fois, c'est avec, le yen qui est très bas et cetera, avec la situation économique au Japon qui n'est pas la meilleure. Très, je ne sais pas cher du tout et je dois Mmh. le dire là. La seule chose qui a été chère pour moi, c'était les billets d'avion. La Mmh. nourriture, le logement, le transport, ouais, bon, le transport, ça faisait un petit peu mal, mais vraiment rien à voir avec, les prix parisiens et d'ailleurs la D'accord. nourriture, vraiment, on pouvait avoir un plat, super de très bonne qualité pour 500 yens. 500 yens, c'était vraiment quoi? 3 4 € donc Ouais, super c'est belle clair. affaire. Tandis qu'en France, manger français, c'est 15 €, 20 €. Personne, en Voilà. fait, ne peut se le permettre pour les repas de déjeuner. Bon, faut qu'on arrête de parler de gastronomie si on va donner faim. Il est presque minuit, donc c'est pas raisonnable. Oui, Juste une dernière question parce que la France entière veut le savoir et le chat en d'accord. particulier. Les 5 langues que tu parles, c'est lesquelles? D'accord. Ah ouais, OK, ça a attiré de l'attention. Bon, Ouais, le non, mais français, tu te rends pas compte, mais parler 5 langues, il y a pas grand monde qui parle 5 langues, en France ça par notamment. contre, je suis Voilà, tu reconnaissante à ma lâches ça. ça par contre, je le suis très reconnaissante à ma famille, hein. Bon, donc le français, même si encore une fois, en regardant la petite émission, il n'est pas parfait. Le polonais, le russe, c'est mes 3 langues, je dirais, maternelles et puis, l'anglais. L'anglais, je dirais, je suis courante, au niveau, C1, C2 et l'espagnol, je l'ai juste appris à l'école et je continue, un petit peu à l'apprendre et voilà. Du coup, ça fait 4 et demi, 5. Voilà. OK. Bon, bah, la France sait La et France, donc c'est dans ces périodes sombres, où on ne sait pas si on aura un gouvernement demain, eh bien, au moins la France connaît les langues que tu parles et bien, écoute, bah, Pauline, je vais beaucoup te remercier. Ça ne renforce, que mes regrets de ne pas avoir été au Japon pendant mes études et je ne peux que puis, te recommander de faire ça. bah, ouais, mais mes études maintenant c'est terminé ou alors il faudra que j'en fasse à la retraite. Mais, bah, écoute, donc je vais te souhaiter une très bonne soirée et puis on va se revoir, assez vite sur la zone libre puisque, nous allons inaugurer très bientôt une série sur la cybersécurité. Oui Ça et sera peut-être je te remercie beaucoup aussi pour cette opportunité. J'ai adoré papoter avec toi, sur mon expérience japonaise, extraordinaire et à très bientôt sur la séance, de la cybersécurité. ça sera peut-être un peu moins détendu, mais on s'amusera quand même. Tout autant Allez, intéressant, très intéressant d'ailleurs. bonne soirée à Bonne tous. soirée. Dans la dysociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique.
soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.